Bonjour et bienvenue à votre premier laboratoire de APA 3525. Donc aujourd'hui, on va voir en général les principes d'évaluation. En thérapie du sport, il y a plusieurs types d'évaluation. Ceux qu'on va voir aujourd'hui, c'est les évaluations qu'on fait sur le terrain au moment de la blessure et sur la ligne de côté euh, après que la blessure euh, se soit produite ou soit que le joueur euh, ou la joueuse vient nous voir sur le banc ou on a déjà fait notre évaluation sur le terrain et on poursuit notre évaluation maintenant sur la ligne de côté. Donc, ce type d'évaluation, les objectifs principaux de ces évaluations-là, c'est de déterminer la nature de la blessure parce qu'on veut savoir si cette condition-là peut être fatale ou mener à un handicap sévère. Dans ce cas-là, où on devrait faire une référence soit au service d'urgence, donc appeler l'ambulance, ou faire une référence au médecin pour être vu le plus rapidement possible. Déterminer c'est quoi les soins immédiats appropriés. Donc, est-ce qu'on doit mettre le joueur dans un attel? Est-ce qu'on doit faire des premiers soins au niveau du maintien de la vie? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait immédiatement? Puis finalement, est-ce qu'on détermine si l'athlète peut retourner au jeu? Donc, c'est pas toujours sévère. Donc, parfois, ça peut être une contusion ou une condition qui est pas trop sévère qui va permettre à l'athlète de pouvoir retourner au jeu. Donc, vraiment, cette évaluation-là, c'est, OK, est-ce que la personne est en train de mourir? Est-ce qu'elle a besoin de soins plus avancés? Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement? Et est-ce que l'athlète peut retourner au jeu? On a également l'évaluation en clinique qui, les objectifs sont un peu différents. Donc, est-ce qu'on euh, en fait, dans ce type d'évaluation-là, parfois, c'est pas un athlète qu'on suit sur le terrain, ça peut être quelqu'un qui vient de l'externe, donc on doit également déterminer la nature de la blessure, déterminer si le patient a des drapeaux rouges qui demanderait une attention médicale, euh, donner des indications pour continuer de protéger la blessure, puis déterminer le plan de traitement euh, pour la réadaptation, ce qui inclut comment modifier les activités euh, en ce moment pour pouvoir protéger la blessure, mais également maintenir la condition physique, car, bon, en thérapie du sport, on voit des athlètes, donc on peut pas laisser les athlètes se déconditionner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir la condition le plus possible sans aggraver la blessure? Donc, on va commencer avec l'évaluation clinique parce que l'évaluation clinique, c'est la plus complète. Donc, elle a tous les éléments euh, nécessaires pour atteindre nos objectifs, tandis que l'évaluation de terrain et l'évaluation sur les lignes de côté, c'est des évaluations qui sont plus comme abrégées euh, pour nous permettre de prendre des décisions de façon plus rapide. Donc, les composantes, c'est l'historique du patient, l'évaluation subjective et l'évaluation objective. Donc, ça, c'est les composantes de l'évaluation. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de faire une analyse, donc de déterminer la nature de la blessure, avoir une impression clinique finale et d'établir notre plan de réadaptation. Donc, l'historique du patient, c'est toute l'information qu'on va ramasser sur le patient pour nous aider à déterminer c'est quoi les besoins fonctionnels du patient parce que c'est ce qu'on va avoir besoin pour établir le plan de réadaptation. Même si deux patients ont la même blessure, s'ils font pas les mêmes activités, le plan de réadaptation ne devrait pas être le même. Donc, il doit être basé sur les besoins du patient. C'est également notre première étape pour établir une bonne relation avec le patient qui va être basée sur la confiance. Gagner la confiance du patient en vos habilités, en vos soins, c'est très important pour que le patient il adhère à vos conseils et à votre plan de réadaptation. Donc, le type d'information qu'on veut avoir, c'est l'âge du patient, parce que dépendamment de l'âge, également, le plan de réadaptation peut être modifié. Le sexe du patient, donc l'identité, ainsi que le sexe biologique, car ça peut avoir des répercussions sur le plan de réadaptation.
puis également à comment on va établir notre relation avec le patient. C'est important de respecter le patient et de le faire sentir en sécurité et en confiance avec vous. Le sport pratiqué, la position dans le sport et le rôle. Donc, le rôle, ce qu'on parle, est-ce que c'est un joueur qui est partant? Combien de minutes il joue par game? Est-ce qu'il y a un rôle de leadership à travers l'équipe? On veut avoir un peu ça. Ou est-ce que c'est un joueur remplaçant qui joue quelques minutes par match? Est-ce qu'il est en position de peut-être perdre son rôle? Donc, on veut un peu savoir l'état au niveau de l'équipe ou si c'est un sport individuel, à ce moment-là, on a d'autres questions par rapport à leur but et objectif avec le sport. On veut également savoir est-ce qu'il y a d'autres occupations. Donc, est-ce que notre athlète, est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il y a une job à temps partiel ou une autre job à temps plein? Puis les tâches qui sont associées avec cette occupation-là ou ces occupations-là. Par exemple, si on a un étudiant athlète, c'est quoi les déplacements qu'ils doivent faire dans une semaine? Donc, comment ils se déplacent pour aller à l'école? Combien de temps ça prend? Est-ce qu'ils doivent prendre les transports en commun? Parce que si on a une blessure au membre inférieur, ben ça va influencer la manière dont ils se déplacent, puis ça va influencer aussi le risque de se reblesser ou d'aggraver la condition. Donc, avec ces occupations-là, combien de temps qu'ils passent debout, assis ou en position prolongée, puis comment ça peut influencer la condition. C'est quoi leur routine d'entraînement? Donc, les pratiques pour le sport, ainsi que est-ce qu'ils font de l'entraînement en gymnase également. Puis à ce moment-là, pour les deux, on veut savoir la fréquence, la durée, l'intensité et les objectifs. Puis on va avoir aussi également une idée de leur support social. Donc, est-ce que ils ont de l'aide pour accomplir leurs tâches ou ils doivent les faire seuls? Est-ce qu'ils ont de l'aide aux activités de la vie quotidienne, de la vie domestique? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour les supporter si ils ont une composante psychologique à leur condition, s'ils ont besoin de parler de l'effet que leur condition a sur leur santé mentale, est-ce qu'ils ont ce support-là autour d'eux? Ensuite, on veut avoir une idée générale de leur histoire médicale parce qu'il peut y avoir des choses qui vont altérer notre plan de réadaptation ou qui peut avoir des répercussions sur la récupération. Donc, bon, le subjectif, on va le voir dans la diapositive suivante, mais est-ce qu'ils ont des allergies? Donc, par exemple, s'ils ont des allergies à de la colle ou au latex, c'est quelque chose qui nous empêcherait de pouvoir faire un taping conventionnel parce que on met de la colle, puis il y a certains marques de tape ou types de tape ont du latex également. Donc, on doit faire attention avec ça. Est-ce qu'ils prennent de la médication? Parce que certaines médications peuvent retarder la récupération ou peut avoir des effets secondaires similaires à la pathologie qu'on essaie de traiter. Par exemple, il y a beaucoup de médications qui ont des effets secondaires qui sont similaires à les effets de la commotion, donc on doit être attentif à ça également. Leur histoire médicale du passé. Donc, est-ce qu'ils ont certaines maladies chroniques? Est-ce qu'ils font du diabète? Est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau du cœur? Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes de santé qu'on devrait être au courant? Parce que, bon, ça peut être certaines contre-indications à certains des traitements ou ça peut avoir un effet sur la récupération, comme par exemple le diabète qui peut retarder la guérison. Bon, donc, parce qu'on utilise le sample, le L, il veut dire last meal. C'est pas quelque chose que habituellement on a vraiment besoin dans une situation comme celle-là. Mais c'est un moment où on peut peut-être parler de nutrition avec le patient. Puis finalement, les événements
précédents. Donc, est-ce qu'ils ont des blessures similaires est-ce qu'ils ont eu d'autres blessures musculo-squelettiques, que ce soit à la même articulation, au même endroit ou ailleurs, parce que étant donné que le corps humain, c'est une chaîne, ça peut avoir des répercussions. Même la blessure précédente peut peut-être avoir augmenté le risque de la blessure pour laquelle ils viennent vous voir en ce moment, et alors on devrait la travailler dans notre plan de réadaptation. Euh, L'évaluation subjective, donc là, on commence à poser des questions vraiment spécifiques à la blessure pour laquelle le patient est venu vous voir. Donc, on peut utiliser l'acronyme OPQRST. Donc, O est pour onset. Donc, comment est-ce que la pathologie s'est produite et quand. Donc, avoir le plus d'informations possible sur le mécanisme de blessure va nous permettre d'identifier quelles structures qui ont pu être blessées avec ce mécanisme-là. Puis également, on veut savoir quand ça s'est produit pour savoir dans quelle phase de guérison ils sont en ce moment. Parce que certaines personnes peuvent se blesser, mais ils viennent pas vous voir avant 2 semaines. Aussi, si c'est une blessure qu'on appelle insidieuse ou de type chronique, parce que c'est avec des mouvements répétés. On veut savoir ça fait combien de temps que ça a commencé à s'installer, également pour avoir une idée de combien de temps ça va prendre pour aider à gérer la situation. En temps normal, plus ça fait longtemps que le patient a cette même douleur-là, plus ça va prendre de temps avant que la condition soit réglée également. P est pour provocation, donc on veut savoir qu'est-ce qui augmente ou aide à diminuer la douleur. Donc, est-ce qu'il y a des mouvements spécifiques qui augmentent la douleur? Est-ce qu'il y a des positions qui aident à diminuer la douleur? Est-ce que prendre de la médication a aidé à diminuer la douleur? Est-ce qu'ils ont mis de la glace? Est-ce que ça l'a aidé? Est-ce qu'ils ont mis de la chaleur? Est-ce que ça l'a aidé? Puis, on va ajouter des questions qui sont spécifiques au sport et à l'occupation. Donc, si c'est quelqu'un qui vient vous voir pour un mal de dos, du bas du dos, douleur lombaire, on va demander, OK, quand vous êtes assis de façon prolongée à votre travail de bureau, est-ce que vous ressentez votre douleur lombaire? Est-ce que ça aide quand vous vous levez, vous commencez à marcher? Donc, c'est ce type de questions-là qu'on recherche ici. Puis, on va également poser des questions qui sont spécifiques, à savoir quelle activité de la vie quotidienne et domestique augmente la douleur. Puis vous allez voir, plus que vous allez en connaître, plus que vous allez avoir d'expérience, vous allez être capable d'identifier quelle activité selon le mécanisme et l'endroit de la douleur, la pathologie suspectée. Vous allez être capable de dire, OK, bon, les problèmes d'épaule, on va demander, est-ce que vous êtes capable de vous laver les cheveux? Est-ce que vous êtes capable de faire sécher les cheveux? Pour les femmes, êtes-vous capable détacher votre brassière sans douleur? Êtes-vous capable de rejoindre la tasse qui est sur la dernière tablette dans votre cuisine, la tablette la plus haute? Donc, on va être capable de poser ce type de questions-là également. Le Q est pour la qualité. Donc, quel type de douleur? Est-ce que c'est une douleur aiguë comme un coup de poignard? Est-ce que c'est une douleur qui est diffuse? Est-ce que c'est un élancement? Est-ce qu'on a une sensation de brûlure, des picotements, de l'engourdissement? Donc, quel type de douleur on a? Parce que chaque type de douleur est associé à une pathologie différente. Donc, une douleur aiguë ou de type élancement, c'est plus une blessure qui est récente, qui est encore dans la phase aiguë. Diffuse, ça peut être une blessure plus chronique. Sensation de brûlure, picotement, engourdissement, c'est plus vasculaire et neurologique. R est pour région, donc c'est où est la douleur. Donc, vous pouvez demander au patient de pointer exactement où la douleur allait, puis également de demander est-ce qu'il y a de l'irradiation. L'irradiation, c'est quand il y a de la douleur qui est ressentie à un endroit autre que où est la pathologie. Donc, des fois, pour l'épaule, par exemple, la douleur est à l'articulation de l'épaule, mais il y a de l'irradiation jusque à l'attachement du deltoïde sur la tubérosité deltoïdienne. Donc, est-ce que la douleur, elle descend ou elle monte par rapport à où est la majorité de la douleur ou la douleur la plus intense?
S est pour sévérité, donc sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune douleur, 10 étant euh, vous venez de vous faire frapper par un train. Vous devez établir qu'est-ce qu'est un 0 et qu'est-ce qu'un 10 pour que la patiente puisse vous l'imaginer. Certaines personnes disent le 10, c'est la pire douleur que vous avez jamais ressentie. Le problème avec ça, c'est si c'est la première fois qu'une personne se blesse, ben ça va être un 10 parce que c'est la première fois qu'ils ressentent de la douleur. Donc, ça ne vous donne pas une bonne idée de euh, quel type de douleur c'est. Et finalement, T pour timing. Donc, est-ce qu'il y a un moment de la journée où la douleur est plus intense? Donc, est-ce que c'est après une journée où ils ont été vraiment actifs ou c'est en se levant le matin après avoir été immobile toute la nuit? Donc, par exemple, si dans les cas de fasciite plantaire, euh, c'est en se levant le matin, dès qu'ils mettent le pied au sol, c'est la douleur la plus intense de la journée. Donc, si le patient se plaint de douleur sous le pied, qui est pire le matin, ben, ça devrait sonner une cloche que c'est peut-être une fasciite plantaire. Est-ce que la douleur est constante ou intermittente ou varie selon les activités? Donc, un peu plus euh, de détails euh, selon comment que la douleur est ressentie au cours de la journée. Les autres éléments importants qui peuvent influencer la récupération, qu'on voudrait avoir un peu d'informations, c'est le sommeil. Le sommeil en ce moment avec la blessure, ainsi que leur sommeil régulier quand ils sont pas blessés. Donc, si le sommeil a été affecté par la blessure, ben peut-être on va avoir des trucs de meilleures positions pour aider à favoriser le sommeil ou de référer au médecin pour peut-être qu'il y ait quelque chose pour gérer la douleur au moment du sommeil pour que le patient puisse bien dormir parce que le sommeil est le moment de la journée où les tissus se réparent. Donc, on a vraiment besoin de sommeil pour aider à la réadaptation. La nutrition, donc si le patient se nourrit pas bien, ou se nourrit d'aliments qui favorisent l'inflammation, ben là, on travaille un peu à l'encontre de qu'est-ce qu'on a besoin pour aider à la récupération. Le stress, l'anxiété, est-ce que ça contribue à la pathologie? Est-ce qu'on peut avoir des moyens pour gérer? Euh, comment se passe la blessure par rapport à l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur supporte le patient pendant, ça peut être l'entraîneur ou ça peut être le patron de notre patient. Donc, comment ça se passe avec cette relation-là, la communication. Euh, si vous travaillez pas dans un contexte d'équipe, vous allez avoir besoin de la permission de votre patient pour communiquer avec l'entraîneur. Si vous êtes dans un contexte d'équipe, cette communication-là est habituellement acquise. Puis, est-ce qu'il y a de la pression externe, que ce soit de la part de l'entraîneur, des parents, des collègues de l'équipe pour retourner rapidement, qui ajoute au stress et à l'anxiété du patient. Si vous avez besoin, vous devez référer au professionnel de la santé qui est approprié pour aider à favoriser la récupération. Je vous ai mis ici également le modèle biopsychosocial. En fait, donc les 3 sphères ont une influence sur la gestion de la douleur et la gestion des limitations physiques. Donc, c'est des choses que vous devez prendre en considération dans votre plan de réadaptation pour pouvoir favoriser dans le fond, l'adhérence de votre patient à votre plan, mais également aussi gérer toutes les choses qui peuvent avoir une influence négative sur le résultat de votre plan. Les drapeaux rouges, donc ça c'est selon qu'est-ce que notre patient nous dit. S'il nous dit des choses qui ressemblent à ça, il devrait être référé à un médecin le plus tôt possible parce que la majorité de ce qu'on voit ici, c'est des indicateurs de cancer ou de maladies sévères. Donc, une douleur sévère et constante qui n'est pas influencée par
la position du patient ou de la médication. Douleur sévère la nuit qui réveille les patients. Douleur sévère sans mécanisme de blessure. Spasme musculaire sévère. Incapacité d'uriner ou l'incontinence. Donc, l'incontinence, ça peut être l'incontinence urinaire ou l'incontinence fécale. Donc, s'ils sont pas capables de se retenir pour aller à la toilette, une température élevée, que ce soit locale ou générale, surtout si c'est prolongé, parce que ça peut être une infection. Composante psychologique évidente, donc si la douleur du patient semble avoir une origine ou être exacerbée de par la psychologie du patient du moment, veuillez référer au médecin le plus rapidement possible parce qu'il n'y a pas grand plan d'intervention au niveau de la thérapie du sport, de la physiothérapie qui pourra influencer la douleur à ce moment-là. Finalement, après avoir fait l'historique du patient et l'évaluation subjective, ça devrait nous donner au moins 2-3 idées de ce que la condition peut être. Nos 2-3 idées mises ensemble, ça s'appelle un diagnostic différentiel. Puis le but de poursuivre l'évaluation avec la composante objective, c'est d'éliminer certaines hypothèses ou de confirmer certaines hypothèses pour mener à notre impression clinique.